Alors Baptiste Milondo nous a rejoint, vous enseignez l'économie et la philosophie politique, vous avez écrit plusieurs livres sur le revenu universel, vous êtes l'auteur de Ne pas perdre sa vie à la gagner, c'était en 2008, de Un revenu sans condition en 2012 et l'année dernière vous êtes mis à 3 pour écrire Non au temps plein subi. Vous militez pour un revenu universel sans condition de 1 000 € mensuels par adulte et 230 € pour les mineurs. Ça permettrait d'après vous de résoudre en partie le chômage ? Alors ça permettrait de le résoudre, même de le réfuter. Enfin, moi, je pars du principe que le chômage n'a aucune raison d'être un problème. Enfin, c'est une construction sociale. Après, du coup, par rapport à la plupart des invités sur le plateau, moi, j'ai quand même 2 gros défauts. C'est que j'aime pas trop bosser. Et en plus, je suis objecteur de croissance. Même pire que ça, je suis décroissant. Donc, ça veut dire que je considère qu'on consomme trop. Dans une société de consommation, on est dans une société de surconsommation. Une société de surconsommation, c'est une société de surproduction. Donc, du coup, on consomme trop, on bosse trop, on produit trop. Et donc, du coup, dans cette société-là, si on se dit il y a des chômeurs, c'est dommage, on pourrait produire encore plus, ça me pose un problème. Donc du coup, je me dis, sans doute qu'on marche un peu sur la tête, il faudrait un peu raisonner autrement. Si on arrête de raisonner un peu comme des Shadocks, en gros, je pense qu'on peut trouver une autre issue, et notamment donc, le revenu inconditionnel, qui consisterait à verser un revenu à tous, suffisant pour pouvoir se passer d'emploi, suffisant pour pouvoir accéder aux biens et services essentiels, et puis un revenu qui serait versé au nom de la contribution de tous à la création de richesse sociale. Donc au lieu de se dire, les chômeurs sont des inutiles, les chômeurs ne contribuent pas à la création de richesse sociale, ça consisterait à dire tout le monde contribue d'une manière ou d'une autre à la création de richesse sociale. Du coup, les chômeurs cessent d'être des assistés, des parasites, même pour certains, hommes politiques. Ils finissent par être totalement intégrés en se disant vous avez la possibilité de travailler si vous voulez, d'avoir un emploi si vous voulez, mais ce n'est pas une obligation parce que vous pouvez très bien être utile de plein de manières différentes. Et juste pour être, parce qu'il y a des versions différentes de revenu universel, dans votre cas à vous, on toucherait ces 1 000 € jusqu'à la fin de ses jours, y compris si on travaille en plus. Ah oui, ça, bien sûr. Donc c'est inconditionnel pour Titu Lecoq. Oui, j'ai une question. Et quel que soit son patrimoine à la naissance, c'est complètement égalitaire. C'est tout le monde touche exactement la même chose. Tout le monde touche exactement la même chose, mais alors du coup, c'est par rapport au RSA, par exemple, dont parlait Gilles Berset tout à l'heure, l'idée, en fait, c'est sortir du côté stigmatisant. Donc se dire, on va verser un revenu aux pauvres, par exemple. On dit, voilà, vous êtes beau, mais vous êtes méritant, on va quand même vous donner de l'argent. L'idée, c'est tout le monde contribue d'une manière ou d'une autre à la création de richesse sociale. Du coup, tout le monde a droit à ce revenu inconditionnel, dans mon optique. Par contre, évidemment, les plus riches contribuent davantage au financement du revenu inconditionnel que les pauvres, de fait. Donc, ça participe aussi d'une redistribution des richesses. Donc, en fait, ils le remboursent, ils le touchent, mais ils le remboursent. Gilles Berset, l'idée du revenu universel, cette idée revient permanente, c'est une utopie ? Cette idée revient régulièrement dans les débats. Elle a pour avantage, cette idée de revenu universel, c'est que, comme elle s'ajoute à toute forme de revenu, d'activité ou autre, évidemment, ce n'est pas des incitatifs à l'activité. Le seul problème, c'est que chacun est capable de faire le calcul. 1 000 € par mois pour 40 millions d'adultes, plus 300 par enfant, etc. Ça fait 400 à 500 milliards à déplacer, quoi. 400 à 500 milliards à déplacer. C'est une bagatelle, c'est quand même le quart du produit intérieur brut français, quoi. C'est tout. À trouver comme ça, tout d'un coup, pour financer une mesure certes sympathique. On ne les a pas, en fait, ces 400, 500 milliards, on les a pas ? C'est ça que vous êtes en train de dire ? J'aimerais bien que vous me disiez. De fait, on les a. C'est juste un quart du PIB. On les a. De fait, on les a. On a du mal à trouver 50 milliards. On va en parler dans un instant. On les a, les 500 milliards. Ils sont dans les paradis. Monique Passon-Charlot, qui a l'air d'être pour le revenu universel. Je me suis demandé toutes les aides, etc., pour arriver aux 500 milliards. C'est-à-dire que toutes les autres aides sont mises dans un pot commun. Ça remplace la sécurité sociale. Alors non, dans mon optique, ça ne remplace pas l'intégralité de la sécurité sociale dans tous les cas. Mais vous me dites, c'est un quart du PIB. Ben, on les a du coup, si c'est un quart du PIB. Il faut juste les partager autrement. Non mais on les a ou on les a pas ? Oui, dit comme ça, c'est très simple. Je crois qu'économiquement, c'est un peu plus complexe. Alors comment se fait-il qu'à chaque fois, si régulièrement, il y a tout le temps quelqu'un qui revient avec l'idée du revenu universel ? C'est récurrent. C'est un débat qui est récurrent. On l'observe de façon... Tous les 10 ans, ça revient. Mais le problème, c'est comment déplacer ces 500 milliards. Peut-être ça veut dire simplement que c'est l'économie qui ne marche plus, qu'il faut avoir d'autres catégories que les catégories économiques. Moi, je pense que l'économie, ça reste quelque chose, encore une fois, très judéo-chrétien. C'est-à-dire il y a un but lointain, alors qu'est en train de se mettre en place une autre manière de gérer la maison. L'écosophisme reste là. C'est-à-dire, à bien des égards, non pas simplement le travail, moi je suis assez d'accord, mais mettre l'accent sur la création.
la créativité. Mais ça veut dire que du coup, on se purge de notre, je dirais, de cette espèce de marxisation ambiante qui fait qu'il y a d'abord l'économie et puis après des superstructures. Pourquoi ne pas imaginer que c'est d'abord dans la tête que se passent les choses et que donc la crise, c'est quand à un moment donné, il n'y a plus conscience et donc on n'a plus confiance. Et moi, je mettrais l'accent sur la créativité. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi pas un revenu de cet ordre. Il y a un pays où ça existe. Mieux sec. Il y a un pays où ça existe, mais à une échelle beaucoup plus faible. C'est l'Alaska. Allez, Christophe. Mais l'Alaska bénéficie de rentes particulières. Si c'est le modèle judéo-chrétien, moi j'attends l'apocalypse tranquillement, parce qu'elle va arriver. Donc, voilà, le prochain crack. Henri, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est une très bonne idée. Le problème, c'est que nous restons encore dans des sociétés marchandes où il y a des emplois qui sont extrêmement pénibles et que personne ne voudrait remplir ces emplois pénibles et que du coup... Et si, puisque ça s'ajouterait aux 1 000 euros qu'on leur donne. Mais non. Une fois que vous avez ces 1 000 euros, d'abord, vous n'irez plus travailler pour faire ces emplois pénibles. Tout le principe du capitalisme et tout le principe de la société marchande, c'est qu'on est rémunéré parce qu'on fournit des services aux autres. Et là, si vous dites, vous êtes rémunéré de toute façon, à ce moment-là, personne ne vous rendra ces services. Vous pouvez vous dire, c'est très bien, effectivement, peut-être que personnellement, je trouve que ce serait bien, mais le problème, c'est que la quasi-totalité des individus aiment avoir des biens matériels. Ces biens matériels, il faut les produire dans des conditions pénibles, et malheureusement, pour les produire dans des conditions pénibles, il faut que les gens soient forcés de travailler. C'est notre drame épouvantable. Sauf si vous nous dites, c'est notre drame. C'est la malédiction quand nous avons été chassés du paradis terrestre où Dieu nous a dit vous travaillerez à la sueur de votre front. Le drame, c'est qu'on Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est l'idéal. On a perdu toute notion de la richesse du temps libéré, de l'emploi et de la consommation. C'est ça le problème. Vous me dites, on verse un revenu inconditionnel à tout le monde, plus personne ne voudra bosser. Alors pourquoi est-ce qu'on s'entête à créer des emplois? Détruisons des emplois. Libérons le temps. Mais parce que il faut convaincre les gens d'accepter de ne plus avoir des besoins. Actuellement, ce n'est plus simplement l'industrialisation, c'est quand même en effet ce qu'est l'informatique. Et là, on peut imaginer que d'une certaine manière, attendez, les robots sont là, ça dégage beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'esclavage qui traditionnellement permettait à une société de vivre, maintenant c'est le prolétariat, et bien ça sera les robots. Alors, Éric Verreck, c'est favorable à un revenu minimum d'existence. Ce qui est sûr, c'est que le modèle du CDI à vie n'est plus quelque chose qui fait rêver le marché du travail, si j'ose dire. Et donc, c'est probablement un modèle qui a existé, qui a fait la prospérité de la France. Je crois qu'il faut que nous acceptions progressivement de faire notre deuil de cet idéal qu'on a eu de tu rentres à l'usine à 25 ans, tu en sortiras à 60, et pendant 35 ans, tu seras resté dans la musique. Je crois que ce modèle-là, il est fini. Après, il y a un vrai sujet sur le revenu minimum. Moi, je crois au revenu minimum. Pourquoi? Parce que, je prends un exemple simple. Quand Dior fait une publicité devant la Tour Eiffel et vend des milliers de parfums avec la Tour Eiffel en toile de fond comme argument publicitaire, c'est pas Dior qui a construit la Tour Eiffel, c'est le patrimoine français qui appartient à tous les Français. Donc, il ne me semble pas choquant que, parce que nous avons une politique patrimoniale, chacun participe des retours sur ce patrimoine. Après, il y a un vrai sujet qui est, est-ce que ça vient en déduction ou en supplément de ce qui existe? Et ça, cette question-là, elle n'est pas tranchée. Et en réalité, nous ne sommes pas fondamentalement éloignés du revenu minimum en France aujourd'hui. La sécurité sociale, c'est une ébauche de ce revenu minimum d'existence. Et dans l'esprit des créateurs de la sécurité sociale, il y avait bien cette idée qu'il fallait garantir, quels que soient les événements de la vie, un revenu minimum. Là, on propose une extension de ce qui existe. Là encore, on n'est pas très éloigné. Quand un enfant naît en France, on sait qu'en moyenne, on va lui donner 5 000 € de subvention par an. Si on fait le calcul, on n'est pas très loin des 300 ou 400 € qui sont évoqués sur le plateau. On va lui donner 5 000 € par an de subvention pour qu'il aille à l'école. Donc, ce qui est imaginable, c'est qu'au lieu de payer des enseignants pour aller à l'école, on donne ces 5 000 € aux enfants et qu'ils se débrouillent pour ensuite accéder à l'école. Et donc, le sujet, c'est est-ce que le revenu minimum d'existence, il vient en déduction
de ce qui existe ou est-ce qu'il vient en supplément? Cette question-là, elle n'est pas tranchée. Moi, je suis d'accord avec Gilles Berset. Je pense qu'il serait déraisonnable de dire qu'on mutualise aujourd'hui 1100 milliards d'euros par an en France sur 2000 milliards de PIB. On est à peu près à 1100 milliards. Il reste 900 milliards d'argent privatisé. En rajouter 500 milliards, il va rester très peu pour les gens. Très peu pour les inégalités. Non mais l'inégalité, elle est d'abord entre ceux qui vont travailler et qui seront très peu rémunérés et ceux qui n'auront pas travaillé et qui seront très peu rémunérés. L'inégalité, elle est à un moment donné de dire tu vas travailler et tu n'es pas récompensé de ton travail. C'est la première inégalité qui existe dans notre société. Christine Cardellan. Oui. Moi, je pense que c'est une utopie pour l'instant, mais que dans 15, peut-être 20 ans, avec la société du numérique, peut-être qu'on en aura besoin. Je vous explique pourquoi. En ce moment, dans les laboratoires, sont en train de créer des robots à côté desquels la voiture sans chauffeur, ce n'est rien. Il y a des robots qui sont capables de faire le travail d'une femme de chambre, de soulever le matelas, de plier, de mettre le drap, de nettoyer les toilettes, de trier le papier à jeter du papier qu'il faut garder parce que vous avez travaillé dessus. Le jour où tous les emplois seront pris par les robots, et c'est peut-être pas si loin qu'on l'imagine, qui va gagner de l'argent? Presque tout le monde sera au chômage, à part soit quelques capitalistes qui détiendront les manettes, soit les manettes appartiendront à la collectivité et on redistribuera quelque chose aux gens. Ou bien on partagera le capital. Mais il faudrait bien trouver un système. Vous ne pourrez pas avoir 10 personnes qui gagnent l'argent et qui sont taxées à 99%, et puis le reste de la France, et des autres pays bien sûr, qui... je vous rassure, les gains de productivité ont jamais été aussi bas que sur les dernières années. Ils n'ont pas arrêté de ralentir depuis 15 ans. Donc, ce que produit l'heure de travail... sur les robots dans l'expansion prochain, je vous garantis que c'est spectaculaire. Moi, je Monique Passon-Charlot. Je voulais juste faire part de mes doutes sur cette histoire de revenu universel. C'est une idée très séduisante, mais qui existe déjà. Il y a eu le RMI, le RSA. Mais c'est pas pareil, mais ça a quand même à voir. C'est pas si... Alors, universel, ça dérange quand même la sociologue. Parce que moi, je ne peux pas adhérer à l'idée de l'universel. On est dans des sociétés de classe, avec des gens qui naissent avec des petites cuillères dans la bouche dans les beaux quartiers, avec des millions de patrimoines inscrits dans des dynasties familiales qui détiennent les pouvoirs de la France, soi-disant républicaine depuis des siècles. Alors, vous me faites rigoler. Si je pense aux ouvriers des Ardennes à côté, votre histoire de revenu universel aujourd'hui, ça colle pas. Et le mot même universel, pour moi, c'est un peu un piège idéologique. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on en rediscute. Je vous livre simplement... Ça dépend, on l'appelle aussi revenu de citoyenneté ou revenu inconditionnel. Voilà, je ne veux pas détruire sa baraque. Je trouve que c'est intéressant, mais je dis la sociologue se méfie grave. Titue Lecoq. Oui, je suis partagée. Moi, c'était plus sur les robots et tout ça. Je ne suis pas sûre de l'optimisme qu'il fallait y avoir là-dessus. Je ne suis pas convaincue. Je pense qu'il y aura aussi, on va garder un prolétariat, et un prolétariat qui obéira à des machines. Et qu'en fait, on va se rendre compte, et on a déjà eu des expériences au Japon notamment, on s'est rendu compte que quand même la main-d'œuvre humaine était vraiment pas chère, que des robots ça coûte très cher encore à construire, à entretenir, etc. Donc, de faire des super robots qui peuvent chapeauter des équipes humaines, finalement, ça peut être économiquement plus rentable. Donc, je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser la question, évidemment, des 50 milliards d'économies, sauf Miossec qui va aller chanter. Un dernier mot avant d'aller chanter, ou vous gardez votre voix pour la chanson? Ouais, non, il y a 2 robots qui travaillent très bien en France, qui s'appellent les Daft Punk, donc tout va bien. Alors, les 50 milliards, évidemment, vous savez que les déclarations, les annonces de Manuel Valls, c'était il y a 2 jours, et que les réactions, après, se sont enchaînées. Écoutez.